Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Safran. Donc Safran, une boîte française et qui est selon moi une des meilleures boîtes que vous pouvez avoir sur PEA et probablement la meilleure boîte française avec une grosse capi aussi. Et on a une boîte qui performe très très bien, hein. Là sur les 10 dernières années, on a son cours qui fait un CAGR de 17,9%, donc c'est excellent. Si on s'intéresse un petit peu à comment Safran gagne de l'argent, vous avez trois segments. Le premier segment qui prend le plus de place, c'est propulsion. Ensuite, vous avez le segment équipement et défense. Et ensuite, aircraft interiors. Et au niveau du business model, c'est un petit peu comme ce que vous pouvez avoir chez ASML avec la base installée et après tous les services, la maintenance, les pièces de rechange qui sont facturées en plus. Bah là, c'est exactement la même chose. Vous avez le produit physique que eux, ils appellent première monde, juste là. Donc c'est pareil pour les trois segments. Et ensuite, vous avez les services qui sont associés, donc également la maintenance, les pièces de rechange, etc., qui sont en général avec des marges beaucoup plus importantes que juste la première monte. Donc après, qu'est-ce qu'ils fabriquent dans ces différents segments qu'ils possèdent? Donc dans la propulsion, ça peut être des moteurs, des turbines. Dans tout ce qui est équipement, défense, vous avez tout ce qui sont, ça peut être des capteurs, les trains d'atterrissage, mais vous avez aussi tout ce qui est pour les missiles, vous avez pour les drones aussi, si je ne me trompe pas. Et après, dans Aircraft Interior, ça c'est vraiment de l'esthétique, donc avec les fauteuils qu'il peut y avoir, les sièges, etc., les différentes cabines, les toilettes et le divertissement qu'il peut y avoir à bord aussi. Aujourd'hui, le segment le plus rentable de Safran, ça va être le segment propulsion. On a vu que c'était celui qui avait la plus grosse part du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment la vache à lait de Safran avec une marge qui augmente de manière constante. D'autant plus qu'il y a une nouvelle méthode de facturation qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que ça a été mis en place au moment où le moteur LEAP, LEAP, a été mis en service. Et donc cette nouvelle méthode de facturation consiste à facturer la maintenance service à l'heure de vol du moteur. Donc en gros, pour faire simple, avant, quand un moteur avait une panne, Safran mettait une facture très salée à la compagnie aérienne. Le tout était payé en une seule fois, alors que là, on a des revenus récurrents qui tombent à chaque, je sais pas, ça peut être, j'ai aucune idée des chiffres, 10 000 heures de vol, vous avez une facture qui tombe, après 10 000 heures encore, vous avez une autre facture qui tombe, et ça marche comme un abonnement que vous pouvez avoir à un SaaS. Et ça, c'est un business model sur le long terme qui est très viable et souvent plus rentable que justement une seule facture comme ça qu'ils pouvaient faire avant. Et au final, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties, puisque vous avez Safran qui a des revenus prévisibles, une trésorerie qui devient de plus en plus prévisible, et à côté de ça, vous avez les compagnies aériennes qui n'ont pas à débourser un gros montant en une seule fois. Ils savent que cette maintenance qui va être facturée à l'heure de vol bah, va servir à gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le futur. Et le seul peut-être point négatif qu'on peut attribuer à cette méthode, même bah, si ça fait partie du jeu, c'est que, imaginons, vous avez un moteur qui est mis en service et à peine 2 ans après, vous avez un gros problème dessus. Bah, le montant qui va être payé sur ces 2 ans va probablement pas couvrir les frais de maintenance qui vont du coup devoir être avancés par Safran. Mais bon, dans ce cas-là, ça fait partie du jeu et s'ils font bien leur taf, normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on couple aussi cette méthode de facturation qui est plus rentable sur le long terme avec le fait que les compagnies aériennes veulent en général garder un avion le plus longtemps possible parce que ça leur coûte extrêmement cher et que vous avez un backlog pour Safran qui est d'à peu près 7 ans et un backlog pour les constructeurs d'avions comme Airbus, on est aux alentours de 10-12 ans. Donc on a une prévisibilité de chiffre d'affaires sur les avions commerciaux qui est plutôt bon. D'autant plus qu'ils sont quand même bien positionnés sur la chaîne de valeur bah, de tous les avions commerciaux, le vol, etc. Parce que si vous prenez le business model d'une compagnie aérienne, là, c'est pas la même. C'est en général un très mauvais business dans lequel il faut investir. Si on regarde un peu ce que ça donne maintenant, l'évolution du chiffre d'affaires, donc là en bleu, vous avez tout ce qui est propulsion, en orange la défense, et en violet, vous avez aircraft interior, toutes les cabines, on a vu les sièges, etc. Donc là, le petit creux 2020-2021, c'est bien sûr le Covid, et aussi on a une industrie qui est quand même cyclique, avec une dépendance au cycle d'investissement bah, du secteur aéronautique. Et si je regarde pour propulsion, on a une boîte qui fait augmenter son segment à 15% de CAGR, donc c'est très bien. Pour la défense, on est à 12,3% de CAGR, et pour aircraft intérieur, on est qu'à 3% de CAGR, donc ça, c'est nul.
Quelque chose qui est bien aussi que vous pouvez faire sur Fiscal AI, c'est des custom métriques. Donc bien sûr, si vous avez les données dedans qui sont correctes et que vous avez les données que vous souhaitez. Mais là, par exemple, moi, je peux calculer la marge opérationnelle de chaque segment parce qu'on a l'operating income de chaque segment et le revenu de chaque segment. Donc moi, je fais une custom métrique et je calcule la marge. Et au niveau de la marge, du coup, sans surprise, on a vu que le segment propulsion, c'était vraiment le segment le plus rentable. Donc là, sur l'année 2025, 23% de marge opérationnelle et un CAGR seulement de, bon, c'est quand même pas mal, 2,6% par rapport à 2018, sachant que la marge était déjà à 19%, ce qui est correct, hein. Je dis que c'est correct, mais c'est quand même très bien parce qu'on est quand même dans un secteur industriel. Donc la marge brute doit tourner aux alentours de 40-45%. Donc forcément, le coût du produit coûte extrêmement cher. Et après, il faut tirer cette marge opérationnelle le plus haut possible. Donc franchement, entre 19 et 23%, c'est très bien. Ensuite, au niveau de la défense, on a une marge opérationnelle qui est à 12, on va dire. Et on est flat, hein. Depuis 2018, la marge n'a pas augmenté. Et après, le segment Aircraft Interior, on était en positif 2018-2019 et après, on n'a fait que d'être en négatif. Et là, 2025, on a pris 3% de marge opérationnelle, mais franchement, c'est vraiment nul. Donc ça reste un tout petit segment dans ce que propose Safran, mais on a vraiment quelque chose qui n'est pas rentable. Je pense que le mieux pour Safran, ça serait de faire un spin-off en gardant défense et propulsion ensemble et en dégageant ce segment-là. Ou alors tout simplement, ils ont juste à vendre ce segment. Euh, Peut-être qu'ils souhaitent améliorer un petit peu la marge et après se débarrasser de ce segment-là, sachant que je crois que j'ai lu qu'ils avaient commencé à vendre une partie des services qu'ils proposaient au sein de ce segment-là, tout ce qui est divertissement, etc. Qu'ils avaient commencé à vendre certains trucs qui pour eux étaient nuls, quoi. Surtout qu'on n'a même pas d'intégration verticale, ils vendent pas de package avec, je sais pas, le moteur, la maintenance sur les moteurs, et en plus de ça, on vous vend notre expertise sur, je sais pas, les sièges avec la maintenance et tout. Enfin, faire un package complet pour les constructeurs d'avions. Mais non, il n'y a pas cette proposition. Je pense que ça permettrait d'avoir une meilleure intégration justement verticale, essayer de compresser les coûts au maximum et justement d'améliorer la rentabilité de ce segment. Mais après, sinon, le mieux, c'est tout simplement de le vendre et de le dégager, quoi. Maintenant, ce que je voulais voir, c'était un peu la dette, ce que ça donnait pour une boîte comme celle-ci. Donc, on voit qu'on a eu un peu de dette à ratio. Là, c'est pareil avec les custom métriques, la dette nette sur le free cash flow. Donc, vous avez 2,2 là au pic du Covid. Et après, maintenant, vous voyez qu'on a un ratio qui devient négatif, ce qui veut dire qu'on est net cash et que du coup, l'entreprise n'a plus de dette en fait. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle, sachant qu'on l'a vu qu'on est dans une industrie lourde avec une marge brute de 45%, je pense, à peu près. Et on a vu la méthode de facturation aussi. S'il y a un problème sur un moteur un peu trop tôt, Safran doit avancer la trésorerie. Donc, le fait de ne pas avoir de dette, c'est très bien. Au niveau de la marge free cash flow, donc la marge que vous avez tout en bas, ce qui reste en fait, le cash qui reste à la fin, on est à ouais, 15% là les dernières années. Donc c'est bien, c'est pas le top du top des entreprises, mais encore une fois, c'est le secteur industriel. Après, au niveau du free cash flow, on est à 10% de croissance depuis 2018. Donc pareil, c'est correct, c'est bien. Le CA augmente enfin, la totalité du CA, si on regroupe les segments, on est à 6-7% depuis 2018. Donc amélioration des marges, etc. C'est bien quand même. Et après le ROCE, après une période difficile là, sur le Covid, on est à 20% sur les 2 dernières années. Et c'était en augmentation juste avant. Donc pareil, c'est bien, 20%, très bien. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à mettre un like et à me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes actionnaire de Safran ou alors si elle vous intéresse. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'investissent pas encore, vous avez un lien dans ma description pour ouvrir un compte titre ou un PEA chez Interactive Broker. On s'intéresse un petit peu à l'allocation de capital de Safran. J'ai lu dans soit la lettre aux actionnaires, soit dans un des transcripts, que leur stratégie, ça allait être de redistribuer 70% de leur free cash flow aux actionnaires.
Et on est à peu près sur du 50-50 rachat d'actions dividendes, vous voyez juste ici. Sachant que là, sur l'année 2025, il y a eu un remboursement anticipé des Océanes 2028, ce que vous voyez juste là. Donc ça, c'est des obligations convertibles qui fait que là, c'est compté comme du cash, mais en fait, c'est des actions qui ont été émises. Donc, vous pouvez en gros diviser les rachats d'actions par deux parce que ces 673 millions sont de l'émission d'actions en fait. Après M&A, je me suis pas assez intéressé sur ce qu'ils achètent. Si ils achètent des business de merde comme leur segment Aircraft Interiors, là ça me pose problème parce que ça fait des années qu'ils sont pas rentables et ça gâche la performance de leur segment propulsion qui lui est pour le coup vraiment exceptionnel. Mais bon, c'est aussi une manière pour eux d'aller essayer de chercher de la croissance externe. Ils font des rachats d'actions, mais c'est très peu visible sur le graphique, ils sont très peu agressifs. On voit là, ça a un peu diminué sur les dernières années, donc je pense qu'ils accélèrent, mais on est quasi flat hein, depuis 2011 au niveau des nombres d'actions en circulation. Ça n'a pas beaucoup bougé, ça pourrait être beaucoup plus agressif que ça, quitte à réduire le dividende, surtout dans les moments où ils sont sous-valorisés. Et en parlant de valorisation, on va aller voir justement ce que ça donne actuellement à ce niveau-là. La trésorerie est stable, elle est très bien, donc pas de problème pour prendre le prix sur free cash flow. Et on voit qu'actuellement, on est à 30 fois le free cash flow, qui est, on va le dire, quand même très très cher. Donc, comme pour toutes les boîtes, hein, mais en gros, aurait fallu l'acheter là pendant le Covid, quand tout va mal, à 9 fois le free cash flow, là vous l'achetiez. Donc ça veut dire que vous faisiez déjà x3 rien que sur le multiple, et après la croissance des fondamentaux, etc. Vous faisiez une très bonne performance. Là, en l'achetant à 30 fois le free cash flow, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Pour que j'achète du Safran, il faudrait que ça tombe facile à 15 ou 10 fois le free cash flow. Parce que là, sur les dernières années, derniers trimestres, on a une boîte qui bénéficie énormément de tout ce qui est la défense. Donc, ça a commencé par la guerre en Ukraine, etc. Et la guerre maintenant qu'il peut y avoir en Iran. Donc, on a des pays qui augmentent leur budget défense, sachant que les États sont une grosse partie de ce segment-là pour Safran. Donc forcément, c'est un gros tailwind pour Safran. Et vous avez aussi un business des avions commerciaux qui fonctionne très très bien en ce moment. Donc on a un environnement vraiment très favorable pour Safran, ce qui fait que forcément on a des belles croissances, des beaux chiffres, mais du coup une valorisation qui est très chère, 30 fois le free cash flow. Donc pour moi c'est beaucoup trop, il faudrait que ça soit divisé par 2 voire 3 pour que je puisse rentrer dans cette boîte. Parce que je pense qu'il peut y avoir des meilleures opportunités ailleurs à des prix beaucoup plus attractifs, même si en ce moment les marchés restent toujours bien chers. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez du Safran en portefeuille, si vous envisagez de l'acheter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!